Madame Pauline n'est pas la femme de Benarchat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Un livre maudit, un couple divorcé, un monstre à 3 têtes et Virginie Fira. 2 films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 12, avec un matériel tout neuf, tout beau. Et on espère que la qualité audio vous plaît, on espère que la qualité vidéo vous plaît, parce qu'a priori on est filmé et l'émission devrait se trouver également sur YouTube. Et donc bonjour mes 2 invités, bonjour Benjamin dans un premier temps. Salut Thomas. Est-ce que tu es content de ce nouveau matériel, de ce nouvel environnement ? Bah ça a de la gueule. Ouais. Surtout que si je l'ai pas payé, donc c'est encore mieux. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et du coup bonjour Lou, bienvenue. Et bonsoir, comment ça va? Très bien, très content d'être là. Pour commencer, on va parler un petit peu d'actu, de films qui sont sortis. On va parler de Godzilla, X-Kong, le nouvel empire, qu'on est allé voir, Benjamin. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, je sais pas quoi faire de mon mercredi soir. J'étais embarqué dans ce traquenard. Ouais. Et bon, ça a pas révolutionné les cinémas, hein, mais c'était rigolo au moins. Voilà, c'était con, mais voilà, on s'est pas fait chier. C'est dur c'est dur d'en dire du bien, mais bon, on va pas trop le descendre non plus, quoi. C'est dur d'en dire du bien, mais c'est quand même un bon moment passé, quoi. C'est pas un mauvais moment non plus, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est bien parce que c'est pas mauvais, quoi. Voilà, d'accord, c'est ça. Alors au niveau des points positifs, il y a quand même quelques trucs à relever. On va dire que les effets spéciaux sont relativement corrects, que les environnements sont à peu près jolis. Et au niveau des points négatifs, Oula. on peut relever le scénario Oui. qui casse pas 3 pattes à un King Kong. Non. Je veux dire, Kong qui a une carie, qui doit revenir à la surface pour se faire changer la dent. Non, mais en fait, t'as une scène avec un type qui accroche un grand fil à la dent cassée de King Kong et qui l'arrache comme ça avec un... Et il attache une porte et il clac comme moi quand j'étais petit. Ouais, mais c'est avec un hélicoptère qui fait ça. Non, putain, c'est pas vrai. Ah, la vache. Ça. Et il y a Godzilla qui met un German suplex à King Kong. Ouais, et après... Sur les pyramides de Gizeh. Ils ont complètement pété un plomb, je pense. Ouais, et après il va péter une sieste dans le Colisée à Rome. Oh là. tu vois. Ouais. Ouais. Il dort dedans d'ailleurs. Ouais, C'est trop comme un chat. Et ensemble on avait vu le précédent. Versus Ouais, Kong, Godzilla alors, versus Kong. J'avais vu. D'un coin de l'œil, hein. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Entre 2 bières, mais Voilà, c'est ça. J'ai absolument rien suivi à l'histoire, je n'ai aucun souvenir dessus. Mais, la bagarre, quoi. La bagarre. Bon, de toute façon, film de kaiju, c'est un peu. Oui. Voilà. Alors il y avait quand même une qualité qu'il y avait dans Godzilla vs Kong, qu'il n'y a plus dans ce Godzilla fait des bisous à King Kong, Oui. c'est que c'était directement en VOD. Voilà, Oui. t'avais pas payé ta place de cinéma pour voir ça. C'est vrai. Donc c'était déjà une qualité. Non, après, au niveau du scénario qui reste débile, ils nous ont fait un peu une Alien Covenant. C'est-à-dire on envoie des gros débiles pour faire une mission hyper importante. Voilà, avec... on va pas critiquer les gens qui font des podcasts, mais quand même un type qui juste il fait des podcasts dans sa vie, un peu complotiste, et qui est envoyé là-bas. Et puis au niveau de la réalisation... C'est le strict minimum, quoi. Bah disons qu'on a l'impression qu'ils font 2 mètres, quoi, les monstres. Ah ouais, Oui. d'accord. Ouais. Non mais... Parce Parce que oui, je n'ai pas vu le film, hein, bien sûr. C'est toujours filmé à hauteur de monstre, en fait, parce que quand il n'y a pas d'humain autour. Ouais. Et du coup, quand ils se battent dans la pampa, bon ben... Voilà, c'est compliqué, quoi. En fait... Et c'est que quand c'est dans une ville, à la limite, parce que bah, tu vois qu'ils tapent des immeubles. Et quand c'est vraiment dans la nature pleine, bon bah c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'as 2 singes qui se battent, on te dit qu'ils font 50 mètres de haut, mais t'as... 100 mètres ils font de haut. 100 mètres de haut, ouais, mais t'as juste l'impression de voir la planète des singes, en fait. Oui, d'accord. C'est juste 2 singes Oui. qui se tapent dessus. Parce que du coup, quand ils se battent dans des cavernes, en fait, les garènes, elles doivent faire des kilomètres... Oui, voilà, c'est ça. tu vois, c'est le truc de fou, quoi. Donc bon, voilà. C'est pas le meilleur film de l'année non plus. C'est Mais par bon. qui, ça? C'est qui, Adam Wingard, donc c'est celui qui a fait le film d'avant. C'est celui qui a fait Death Note, le film sur Netflix. Je n'ai pas vu toujours, mais il paraît qu'il est pas terrible. Non. Ouais, il paraît que c'est Il pas y a juste William Dafoe qui est bien en Ryu. Oh putain, il y a William Dafoe. Il y a William Oui, Dafoe. oui. Ah oui, c'est lui qui Et il fait la voix de Ryu. le ouais. monstre. Et bon, du coup, il le fait très bien parce que c'est William Dafoe. Ouais. Voilà. Mais globalement, ouais, non, c'était pas incroyable. Mais bon, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, au mois d'avril, il y a plein de films qui sortent. Et a priori, meilleurs que celui-là. Eh ben, on espère. Est-ce que Lou, tu voulais nous parler d'un film, une petite découverte de la semaine
Petite découverte de la semaine. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai regardé la série Invincible. Incroyable, c'est trop bien. Moi, j'avais juste lu les comics quand j'avais, je sais plus quand c'est sorti ça en vrai. Ah, les années 2000, hein, c'est vieux. Et je crois que j'ai découvert ça, je devais avoir 12-13 ans, donc ouais, 2013, 2014, un truc comme ça. Et j'adore les comics, c'est trop bien. L'animé, grave cool. Il y a des moments où c'est quand même vachement plus trash que le comics. Ça part vachement plus en couille. Je suis malade, je tiens à dire. Je vais renifler très souvent dans ce podcast. Mais Invincible, ouais, cool. J'ai préféré la saison 1 que la saison 2, bien sûr. Notamment le final que j'ai trouvé un peu... mais voilà. Et sinon, ouais, ça c'était très cool. Ok, et c'est donc disponible sur Prime Video, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. Où ils ont rajouté les pubs à partir d'aujourd'hui, là. Le jour où on enregistre. Voilà, à partir de maintenant. C'est-à-dire que toutes les heures de vidéo, enfin de films ou de séries, tu auras à peu près 3 minutes de pub. Oh putain. Sachant que c'est pas comme Netflix où ils te font une offre au rabais avec des pubs. Où l'offre standard reste la même. Non, là c'est l'offre standard où il y a les pubs. Et si maintenant tu ne veux pas de pub sur Amazon, tu payes 2€ supplémentaires. Voilà, donc il faudra encore m'expliquer quel intérêt de payer un abonnement et d'avoir des pubs en fait, parce que c'est le principe de l'abonnement. Moi, si un jour Spotify, j'ai Spotify Premium et ils me disent ah mais maintenant t'as des pubs, putain. Bon bah non, ça ira se faire voir dans la terre creuse pour rester dans le Godzilla. Dans la terre creuse. Voilà, mais non, encore une fois, très mauvais calcul. Déjà que avant certains programmes, des fois ils te mettent des pubs de leur programme à eux. Oui. Mais ça encore, tu peux le passer instantanément, tu vois, c'est genre 2 secondes, c'est rien quoi. Mais bon, c'est déjà un peu pénible si maintenant ils nous mettent des vraies pubs. Au milieu des films quoi, comme sur TF1. Ouais. Génial. Et donc tu disais que tu avais un abonnement Spotify Premium, cet abonnement avec lequel vous pouvez écouter notre podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et quelle transition. Si c'est pas formidable, on fait ça depuis des mois, c'est un truc de fou. Et du coup, chaque semaine, on parle de 2 films, on les compare, on prend des films qui nous plaisent avant tout, et on trouve des points communs. Ou des points de divergence, et on fait des digressions pour parler d'un petit peu de tout en lien avec ces films et avec le cinéma de manière générale. Et si vous souhaitez nous envoyer un petit message pour nous suggérer des films, vous pouvez le faire sur notre compte Instagram, le lien est dans la bio de ce podcast. Et cette semaine, c'est toi, Benjamin, qui a choisi les films dont on va parler. Alors on va parler de Evil Dead Rise, qui est sorti l'année dernière, réalisé par Lee Cronin, et on va parler aussi de Les Enfants des Autres, réalisé par Rebecca... Et j'ai pas envie d'écorcher son nom. Zlotowski, voilà, c'est ça. Qui est sorti en 2022. Donc des films très récents. C'est ça. Et ben on va commencer avec Evil Dead Rise. Donc c'est le plus récent des films de la saga Evil Dead qui avait été créé à l'origine par Sam Raimi. Et donc dans celui-ci, on va suivre une famille composée d'une mère, de 3 enfants et de sa sœur. Et les enfants vont tomber sur un mystérieux livre maudit qui renferme un démon. Et ce démon va alors... prendre possession de la mère qui va essayer de tuer ses enfants. Et sa sœur et les voisins du poêlier qui eux n'ont a priori rien demandé. C'est donc un huis clos ultra violent et visuellement très soigné qui parvient quand même à surprendre et à innover tout en suivant les codes de la saga Evil Dead. J'avoue, c'est un film que j'avais pas forcément ultra envie de voir à la base. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je sais. Et en vrai, j'ai passé un plutôt bon moment parce qu'en plus on a vu tous les deux. Et ça me donne envie de découvrir les films cultes originaux avec cette trilogie de Sam Raimi. Et du coup, Les Enfants des Autres, a priori, ça n'a rien à voir. De quoi ça parle, Lou ? Ça parle de Virginie Efira. Non, c'est pas vrai, c'est l'actrice, ce n'est pas le personnage principal. Donc le personnage de Virginie Efira qui s'appelle Rachel, il me semble. Oui. Qui a 40-50 ans, je crois, par là. La quarantaine, quoi. Bref, qui arrive à un âge où son gynécologue lui dit écoute, si tu veux avoir un enfant, là, c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que voilà, bientôt tu ne pourras plus. La ménopause. Et donc, c'est donc une femme de cet âge-là qui est face à son dilemme de est-ce que je veux un enfant ou pas ? Est-ce que je vais vieillir sans enfant ? Voilà, c'est quoi mon rapport à la maternité maintenant, là, au moment où j'en suis là. Et donc, qui va vivre sa maternité d'abord avec la fille du mec qu'elle rencontre et qu'elle commence à fréquenter. Et puis, elle vit aussi une autre forme de maternité, mais plus dans le milieu scolaire, parce qu'elle est prof de français. Et elle le vit avec
un de ses élèves, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage, mais voilà, elle l'aide à, je sais plus, lui trouver un stage. Hein, C'est ça, lui trouver un stage, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est être dans l'automobile, je crois. Il veut être dans la restauration. Oui, dans la restauration. Oui, dans la restauration, oui. Dylan, il s'appelle. Dylan, voilà, c'est ça, bien sûr. Et donc, en gros, c'est une femme qui cherche son rapport à la maternité, en fait. Globalement, c'est ça. Et il se trouve que tu as participé au tournage. Oui, bien sûr. J'ai fait un stage de mise en scène sur ce tournage en 2021, je crois. Oui, si le film est sorti en 2022, ça paraît logique. Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, c'était quoi ton rôle sur ce tournage ? Renfort mise en scène, c'est-à-dire que je filais un coup de main quand il fallait filer un coup de main, c'est-à-dire avec quand il fallait gérer des figurants, parce qu'il y avait beaucoup de figurants à un moment donné. Moi j'étais que sur les scènes dans le lycée, c'est-à-dire genre les 15 premières minutes du film en gros. Ouais, après on y revient plusieurs fois dans le lycée quand même. Mais en gros les scènes où j'étais là c'était le début du film. Okay. Et t'avais par exemple tout un plan séquence avec la caméra qui monte de classe en classe comme ça, mais de l'extérieur, donc t'as la caméra qui est derrière la fenêtre et qui passe de classe en classe et tout, et tu vois toutes les classes s'agiter. Donc on était un stagiaire de renfort mise en scène par classe, et quand on voyait la cam passer, on était là, ok, go, faites comme si vous étiez une classe normale. et voilà, essentiellement c'était ça, mon taf. C'est déjà pas mal. C'est bien sûr. Ce plan avec cette caméra, c'est pendant le générique. Ouais, ça je crois que c'est au tout début, ouais. C'est le plan qui ouvre le film. Alors le plan qui ouvre le film, c'est un plan sur la Tour Eiffel de nuit. Ah ouais. Mais c'est juste après. Je me souviens absolument plus de ce film. Non, je l'ai vu à sa sortie en 2022, quoi. Au cinéma. Au cinéma, ouais. Je suis resté jusqu'à la fin pour voir s'il y avait bien mon nom générique. Il y était, j'étais content. On a gueulé dans le cinéma. Ouais. Oh, champion. Du coup, moi je l'ai découvert hier. J'avoue, je suis pas resté au bout du générique pour voir si t'avais. Je comprends bien. Mais en tout cas, c'est cool. Et donc, au niveau des points communs et des différences entre ces films, tu nous as parlé de maternité, déjà. Ouais, tout à fait. Dans le film Les enfants des autres. Et donc, c'est un thème qu'on retrouve aussi un petit peu dans Evil Dead Rise, puisque la tante, donc la sœur de la mère, Bess, va se retrouver en charge des enfants, qui sont bloqués dans l'appartement. Donc, on l'a dit, c'est un huis clos. Ils sont enfermés avec la mère qui est dehors pendant une bonne partie du film. Et en fait, elle sait pas vraiment comment trop s'occuper des enfants, et en même temps, elle essaie de gérer cette menace qui est à l'extérieur. Et Virginie Fira, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, avec donc la fille de Ali, donc Layla, elle va un petit peu tâtonner, chercher ses marques, et ça va prendre un peu de temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué. C'est un peu compliqué pour elle. C'est-à-dire que Layla, elle comprend pas vraiment pourquoi est-ce que Virginie, comment elle s'appelle Virginie Fira dans ce Rachel. Pourquoi est-ce que Rachel est tout le temps Rachel. Pourquoi est-ce que Rachel est tout le temps dans cet appartement? Son père essaie de lui expliquer parce qu'elle est très jeune, elle a 5 ans. Et du coup, dans ces deux films, ça prend du temps de se faire accepter par les enfants. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Qu'est-ce que t'as ajouté à ça? Alors, dans Evil Dead, il y a légèrement plus d'urgence. Oui. c'est plus qu'une question de confort. Mais déjà, c'est pas du tout la même temporalité, quoi. Enfin, Evil Dead Rise, c'est une nuit, je crois. C'est ça se passe sur une nuit. Si on accepte la scène au début, justement, qui se passe donc le jour d'après. Que j'avais complètement oublié, d'ailleurs. Voilà, en même temps, c'est que 5 minutes. Si je peux parler 5 minutes de cette scène d'intro qui, en soi, n'a pas vraiment d'intérêt, narrativement, je la trouve très très classe, parce que déjà, il y a le fameux plan de l'esprit qu'il y a dans tous les Evil Dead où la caméra elle vole, entre guillemets, à travers les bois. Et sauf que maintenant, avec les stratégies, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut le faire en drone. Alors qu'à l'époque, donc pour le premier Evil Dead, Sam Raimi, en fait, il y avait le caméraman qui était couché sur une planche de bois, qui était porté par 4 mecs à travers la pampa. Voilà, donc c'était vraiment route de fou. Ouais. En même temps, Evil Dead, le premier, il a été fait pour $50 000, quelque chose comme ça. Ouais, donc oui, non, vraiment, c'est super cheap. GG well played. Et là, effectivement, ils l'ont fait en drone, mais d'autant plus où en fait, la caméra, ce n'est pas un esprit, c'est un drone. Ouais. Voilà, c'est donc petit, on va dire, renversement des clichés de la saga, bon, qui est plutôt drôle, hein, petite vanne. Et deuxième élément que je trouve très très cool dans cette intro, c'est l'apparition du titre du film. Oui. Donc la fille qui est possédée, je me souviens plus de son nom, ressort de l'eau comme ça en lévitation avec la musique assourdissante et le titre qui apparaît de derrière les montagnes. Elle rise. Elle rise, oui, exactement. Voilà. Et c'était, parce que vous l'avez pas vu au cinéma, c'était fort. Je crois que j'ai rarement eu un son aussi fort dans un cinéma
que pour l'apparition de ce titre. Ouais, en fait, alors, cette caméra qui bouge, on la retrouve du coup à plusieurs fois quand c'est vraiment le tour du monstre de prendre possession. Et c'est un truc qu'on retrouve dans tous les Evil Dead. C'est ça. Et il y a plusieurs tropes, plusieurs styles enfin plusieurs scènes qu'on retrouve dans tous ces Evil Dead. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus ? Alors déjà, pour faire un petit récapitulatif, Evil Dead, il y a les 3 films réalisés par Sam Raimi. Donc Evil Dead 1, 2 et 3 qui est L'Armée des Ténèbres. Ensuite il y a eu le reboot d'Evil Dead qui est sorti en 2013 avec des nouveaux personnages qui a été fait par Fede Alvarez qui fait le prochain film Alien. Et du coup entre le Evil Dead de 2013 et Evil Dead Rise, il y a eu la série Ash versus Evil Dead qui en fait prend la suite des 3 ou des 2 premiers films. En fait c'est un peu compliqué parce qu'il y a une histoire de droit par rapport aux suites des Evil Dead. Voilà, encore. Et la série, franchement, très très cool. J'étais trop content de savoir qu'elle était sur Netflix. Et ça fait partie de ces séries où ils te font un espèce de cliffhanger en fin de saison et la série est annulée après. À la base, elle a été diffusée sur, je crois, Sci-Fi aux États-Unis. Donc c'est pas forcément la chaîne du câble la plus populaire. Surtout qu'en plus, la saison 4 de Ash versus Evil Dead, ça aurait été un mélange entre Evil Dead et Mad Max. Quoi ? Enfin, pas un crossover. Non, pas un crossover, juste dans le style, ouais, okay, voilà. Okay. Et on l'aura jamais. C'est dommage. Mais oui, voilà. Donc, en gros, la saga, c'est ça. Mais parmi on va dire les trucs qui reviennent souvent, donc il y a la caméra de l'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a certaines armes iconiques comme la tronçonneuse qui revient dans tous les films. Le fusil à pompe aussi, qui est, voilà, c'est facile à trouver aux States. Exactement. Et ensuite, il y a les répliques. Comme c'est souvent les répliques des Deadites, donc ce qui sont pas nommés dans ce film-là. Même dans tous les autres films, c'est les Deadites en anglais, donc, ou les revenants. Enfin, ils ont pas vraiment de nom très très officiel en VF. Comme je vais avaler ton âme, join us, enfin voilà, ce genre de choses. Et certains plans, comme les gros plans sur les yeux, mais bon, ça c'est plus l'héritage de Sam Raimi, plus qu'autre chose. Et j'étais très content parce que, bah, évidemment, Evil Dead Rise, il y a plein de références plus ou moins subtiles, mais c'est jamais gratuit, c'est jamais de la nostalgie, tiens dans ta gueule, quoi. Par exemple, il y a une scène où les enfants ramènent une pizza, et sur la pizza, en fait, la marque de la pizza, c'est Henrietta's Pizza. Et Henrietta, c'est un des revenants dans Evil Dead 2, qui est une vieille femme. Il y a un plan dessus où, en fait, si tu lis, tu dis, et si t'as vu le film, tu fais « Ah, c'est ça !» Mais j'avoue, moi, j'avais pas ce genre de ref. Voilà. Ceux de Sam Raimi, je les ai pas vus. J'ai vu que celui de 2013. Ouais. Qui était, bon... c'est gore. C'était pénible. Enfin, surtout quand tu découvres la saga comme ça, t'es en mode, mais c'est ça, Evil Dead ? Je ne pensais pas. Parce que là, on dirait juste un random film d'horreur des années 2010, avec tous les clichés qu'on peut y foutre, tu vois. J'étais en mode, mais où est Ash, tu vois ? Où est le... Enfin, bref. Il est où le groovy ? Voilà, c'est ça, j'étais un peu décontenancé, quoi. Donc les deux seuls Evil Dead que j'ai vus, c'est les 2 derniers. C'est pas du tout les classiques, entre guillemets, quoi. Non. Donc s'il y a des refs, je ne les ai pas. Non, c'est ça. Mais ouais, bah après c'est un classique des films d'horreur de faire revivre les sagas, de les faire revenir tout le temps. C'est à peu près les seuls styles de films où ça marche vraiment de faire revenir des sagas, parce que c'est globalement, il n'y a pas forcément un méchant principal, c'est un concept souvent, les séries d'horreur. Ce qui fait que ça marche moins, par exemple, apparemment avec les suites d'Halloween où il fallait faire revenir le personnage. Voilà, si c'est un concept d'un démon, d'un truc, à chaque fois on a une nouvelle situation, il va posséder quelqu'un, et voilà. Tout ce qui change avec Evil Dead par rapport à des sagas comme je sais pas, les Griffes de la Nuit ou Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'en fait le personnage qui revient, c'est le héros principal, c'est Ash. C'est pas les tueurs, parce qu'effectivement les démons reviennent, mais ils sont jamais vraiment incarnés, ça, justement parce qu'ils possèdent des gens, ou alors ils sont dans des manifestations, mais c'est souvent juste figuré dans le livre des morts, voilà, que l'on voit dans tous les films, qui dans celui-là est très très classe, je trouve, parce qu'il est censé être fait en peau humaine et les dessins ancrés avec du sang, et là on le ressent vraiment bien, quoi. Je veux dire, les pages, elles ont une espèce de patine et tout, c'est vraiment pas mal. Okay. Même l'espèce de dent là qui fait le serre-livre, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est plutôt pas mal comme idée. Ça me fait penser au livre dans Harry Potter là qui est sous le. Ouais, tout à fait, qui fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas le même livre qu'on retrouve dans les autres films ? Alors non, parce que dans Evil Dead 3, justement, où Ash est renvoyé au Moyen-Âge, oui, c'est pas le contexte, mais voilà, il est renvoyé au Moyen-Âge, et en gros, pour repartir dans son époque, il faut qu'il fasse une formule magique avec le livre des morts, sauf qu'en fait, il se rend compte qu'il y en a 3. Et techniquement, dans la saga Evil Dead, il y a 3 livres, c'est-à-dire qu'il y a le livre de la saga principale, le livre du film de 2013,
et le livre du coup dans Evil Dead Rise. Alors ça veut pas dire que c'est dans le même univers ou que c'est 3 livres vraiment différents, mais en fait ça colle bien à ce qui a été établi avant. Mais ça n'a jamais été, voilà, c'est juste des théories marrantes, juste pour dire ah tiens ça se colle bien, voilà. Mais faut pas trop y voir un lore ultra compliqué. Même Evil Dead entre les films c'est jamais trop, la continuité est jamais forcément ultra importante, sauf dans la série forcément parce que ça reprend les anciens films. Mais Evil Dead 2, le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes en fait, c'est un remake de Evil Dead 1, un peu différent, en accéléré, parce qu'en fait Sam Raimi n'avait pas le droit légalement de dire ah c'est la suite d'Evil Dead 1. Parce que, encore une fois, droit, cinéma amateur, c'était compliqué. Du coup, je dis, je vous emmerde, je refais mon film en 20 minutes, et en mieux en plus. Et voilà. Ok. Et du coup, il y a un prochain film Evil Dead qui est en préparation, apparemment. Voilà. C'est donc qui va être réalisé par Sébastien Vassinek. Je crois qu'on le dit comme ça. Qui est le réalisateur de Vermine. C'est pas Vanitschek plutôt? Je sais peut-être, ouais, il y a un accent sur le C, enfin c'est un peu particulier. Et c'est Sam Raimi lui-même qui l'a choisi. Donc écoute, trop cool pour lui parce que il réalise son premier film. France. Voilà. À voir ce que ça donnera. J'espère qu'il sera bien. Voilà. Bon, a priori, Sam Raimi, il est pas du genre à trop brider les réals qui bossent pour lui. Et bon, toi, je sais que Vermine, tu l'avais vu. Ouais, je l'ai vu au cinéma un peu après tout le monde. J'avais bien kiffé quand même. C'était cool. Ouais, bon, j'aime surtout la fin, on va dire. Ouais. Ce côté politique et tout, que moi j'aime bien. Surtout dans les films d'horreur qui sont un peu, des fois critiqués pour être un peu creux et genre sans aucun message et tout. Là, c'est pas le cas et là ça fait plaisir. Et en plus, France. Donc voilà. C'est vrai que c'est un film français qui a eu un gros succès, un gros retentissement. Alors moi je suis pas allé le voir, étant très arachnophobe. Oui, mais c'est compliqué. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, déjà j'étais c'est vraiment ciao. Pas bien. Mettez-moi de choupi là s'il vous plaît. Et ouais, donc s'il fait un prochain Evil Dead, en vrai, pourquoi pas. Et donc, est-ce que ça va être dans la continuité de Evil Dead Rise ou... Alors a priori non. C'est plus dans le délire de faire un film différent à chaque fois. Oui, ils font des one-shots quoi. Ouais, voilà, un peu ce qu'aurait dû faire plus souvent la saga Predator. Mais bon... Non mais c'est vrai, mais là c'est ce qu'ils vont faire, et Sam Raimi lui-même l'a dit, c'est que ils ont mis 10 ans à faire un nouveau film Evil Dead, mais là ils vont essayer d'en faire un, on va dire, en général, s'ils ont des bonnes idées, tous les 3 ans. Ce qui... Moi je prends, moi je suis banco, avec Alien c'est ma saga d'horreur préférée, donc vraiment, prenez mon argent, sauf que contrairement à Alien, il n'y a aucun mauvais film. Ouais. Voilà. Ça pique un peu, mais il a dit les termes. Oui, voilà, c'est ça. Mais bref, on pourra revenir sur Evil Dead plus tard. On peut aussi parler des enfants des autres. Bien sûr. Déjà, rien qu'au niveau des points communs, on a 2 présences maternelles en fait, qui sont incarnées donc par la mère et la nouvelle maman en fait. Et il y a une concurrence un peu qui s'installe dans ce Evil Dead. Au moment où la mère est possédée, puisque elle va se mettre un peu à insulter sa sœur. Des moments où elle reprend un peu conscience, on a l'impression, mais conscience tout en étant méchante, c'est un peu particulier, alors que dans Les Enfants des Autres, il y a donc la vraie maman de Leila face à Virginie Fira, face à Rachel. Il y a des échanges de SMS qui se font notamment, où on a l'impression que elle s'aime pas trop non plus. Enfin, c'est un peu compliqué comme relation, forcément. Ce qui est normal, on va dire, de prime abord. Oui. Non mais a priori. Sans que ça se passe mal, c'est forcément toujours moins un peu gênant, on va dire. Situation un peu tendue. Enfin, un peu tendue. Ça peut être tendu. Oui, les personnages, ils ont rapport à la maternité, mais surtout à elles, comment elles gèrent leur corps. C'est-à-dire que le personnage de Rachel, donc Virginie Fira, elle essaie d'avoir un enfant, mais elle n'y arrive pas forcément. Et t'as les personnages, donc sa sœur, qui, elle, en a un sans forcément le vouloir. Alors que dans Evil Dead, Bess, en fait, dès le début du film, la première scène où on la voit, elle est, je sais pas, entre deux concerts, là. Elle fait un test, et effectivement, elle se retrouve enceinte. Alors, elle ose pas le dire à sa sœur, et au moment où elle va lui dire, en fait, c'est là où tout démarre. Donc, il y a le séisme qui fait trembler l'immeuble. Et on n'a pas trop expliqué, mais en fait les personnages ne peuvent pas quitter l'immeuble parce que c'est un immeuble qui est quasiment en ruine. En fait, tous les quelques habitants qui restent se préparent à déménager. Et en fait, au cours du séisme, les escaliers s'effondrent.
et l'ascenseur se détériore, on va dire, quand la mère se fait posséder à l'intérieur, en fait. Donc c'est une scène où elle se fait, j'allais dire se faire tirer dans tous les sens, mais elle se fait malmener dans tous les sens par la force démoniaque. D'ailleurs, elle se fait plier le bras dans un angle que tu n'aimes pas voir. Non. Mais voilà, ce qui fait que les personnages sont bloqués en fait au dernier étage. Mais d'ailleurs, j'y pense, le fait que Beth soit enceinte, c'est complètement abandonné comme plotline dans le Evil. Alors pas vraiment. Ça mène pas, ça mène nulle part en fait. Bah, alors ça mène pas forcément à grand chose, mais en fait plusieurs fois l'esprit, donc enfin sa sœur Ellie, la tourne sur ça, parce qu'à un moment elle est sur elle et elle dit je vais aspirer ton âme, et en fait elle commence à passer sa tête sur son corps, et elle fait il y en a deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment elle l'insulte aussi, elle lui dit au lieu d'ouvrir tes jambes pour n'importe qui avec d'autres noms d'oiseaux que je ne répéterai pas ici, mais voilà, donc ça vient plusieurs fois en fait pour on va dire la shamer sur ses choix de vie, voilà. Mais ça revient sur ça, mais en soi c'est surtout le fait que on sait pas si elle va le garder ou pas, enfin, c'est trop tôt pour le savoir, elle est paumée. Mais de toute façon, je pense que c'est juste un moyen de la caractériser comme mère protectrice, quoi. Enfin, ça fait très... déjà, je protège les enfants de ma sœur, et en plus, je protège le bébé que j'ai dans mon ventre maintenant, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. C'était juste pour appuyer sur, en vrai, mais... Ça. Surtout que la seule des gamins qui survit, c'est la plus petite. Oui, c'est vrai. Voilà. Et j'ai cru, un moment, qu'ils allaient faire jusqu'à tuer la plus petite. Mais non, finalement non. Parce que trop hardcore. Parce que les deux autres ados, quand même, ils meurent sales. Je me souviens plus tout à fait comment ils crèvent les deux. Mais alors, la première, elle se fait posséder à cause de l'aiguille à tatouage là. Ouais. Donc la plaie qui s'infecte, et en fait elle se fait brûler. Ah oui, c'est vrai. Elle se fait brûler. Ah oui, c'était pas beau ça. Voilà, et l'autre adolescent, lui, il se fait poignarder plusieurs fois. Ouais. Il se fait poignarder plusieurs fois et il meurt de saignement. En fait, ce démon, il est contagieux, en fait, c'est ça. En fait, c'est jamais vraiment expliqué, mais en fait, c'est contagieux, on va dire. Souvent, c'est quand tu te fais blesser d'une manière un peu crade, souvent, on va dire, par les fluides, quelque part. Oui, tu te fais posséder, mais des fois, dans les films, en fait, il y a rien qui fait que tu n'es possédé, en fait. C'est juste d'un coup, t'as un personnage qui va se retourner et je suis méchant. Donc, voilà, c'est jamais très clair. Mais oui, le plus souvent, c'est à cause d'une blessure ou quoi, enfin. Ou alors, c'est vraiment l'esprit qui vient dans la personne en premier, dans ce cas-là. Ok. Même des fois, les personnages, des fois, ils arrivent à s'en défaire. Par exemple, Ash, dans Evil Dead 2, il se fait posséder. Donc la première fois, il se fait posséder et en fait, il arrive à redevenir lui-même parce que le jour se lève. Donc déjà, bon, ok, le jour se lève. Et la deuxième fois, vers la fin du film, où le démon reprend le contrôle sur lui, en fait, c'est en regardant le bijou qu'il avait offert à sa petite amie, qui est morte, où il se dit non, je suis Ash, j'ai un menton saillant et une main en moins, et il redevient... le héros qu'on aime indéfiniment pour le coup, donc chelou, mais bon. Ok, parce que là, dans ce film, pour se faire déposséder, il y a pas de... c'est soit se faire détruire complètement, et encore, même une fois le monstre final vaincu, il arrive encore à recontrôler quelqu'un. Ouais. C'est ce que dit le prêtre dans les enregistrements sur vinyle. Il dit il y a aucun moyen de l'arrêter, même si bon, dans les films souvent ils y arrivent, mais... Mais là, non. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit caméo de Bruce Campbell dans les enregistrements, donc l'acteur qui jouait Ash, où justement t'as donc dans l'enregistrement le prêtre qui dit je vous présente devant une assemblée, je vous présente le livre des morts, et t'as une voix qui dit ce livre doit être ramené, enfin enterré, c'est le livre des morts pour une raison, et là c'est Bruce Campbell qui le dit, voilà. Et c'est beau. Bruce Campbell, pour la semi-blague, on va dire, avait dit que en fait c'était Ash qui avait voyagé dans les années 20 et c'est bien Ash qu'on attendait, pas juste Bruce Campbell. Je me suis dit bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça serait rigolo à penser, mais voilà. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Lou, qui a dit que les enfants étaient très caractérisés, enfin que la sœur en tout cas était très caractérisée. Tous les enfants, enfin tous les personnages sont très caractérisés en fait. Ils ont tous un petit peu leur truc à eux et qui va servir à un moment donné dans le film. Forcément, donc il y en a un, il est un peu DJ, donc forcément c'est lui qui va lire le vinyle. La fille, la petite fille, c'est juste, elle est un peu maline, un peu débrouillarde. Je crois qu'elle décapite ses poupées, si je me souviens. Oui, pour mettre la tête au bout d'un bâton. Ouais, pour planter son frère. Petit foreshadowing, petit... Oui. Voilà. Il y a pas mal de foreshadowing. Staff, j'aime bien le jeu de mots Staffany, genre bâton. Et oui. Staff. Tu le sais. Pour ceux qui parlent pas anglais, mais...
Et alors j'ai trouvé, donc si on peut comparer donc la gamine dans Evil Dead et celle dans Les Enfants des Autres, Layla, elles ont à peu près le même âge, Oui, 5-6 ans. Ouais. Il y en a quand même une, j'ai trouvé, donc Layla, qui est beaucoup plus crédible, on va dire, mieux écrite que dans Evil Dead, parce qu'elle a des répliques qui sonnent comme une fille de 5 ans, plus que l'autre qui sort Tu es ma nouvelle maman maintenant, après 20 minutes de film. Je l'ai trouvé beaucoup trop mature, on va dire, dans Evil Dead. Ouais. Et c'est un truc qui m'a un peu dérangé, mais bon, c'est pas... Elle reste mignonne, attachante, enfin, c'est pas... Voilà. T'as pas envie de la voir mourir. Ce qui peut arriver avec certains gamins dans les films d'horreur, où tu te dis, non mais... Va-t'en, vite. tu m'insupportes. Et donc, dans ces deux films, on retrouve un truc aussi avec les enfants, c'est du vomi. C'est vomi, bien sûr. On aime. c'est des enfants qui vomissent, et quand les enfants vomissent, c'est généralement signe de danger. Alors, évidemment, dans Evil Dead, c'est signe de danger parce qu'il y a peut-être un démon qui va les attaquer et tous les buter. Dans Les Enfants des Autres, c'est synonyme d'accident. C'est sur le périph', cette gamine, donc Layla, qui est malade en voiture. Voilà. Donc quelque chose de beaucoup plus soft, parce qu'évidemment, dans les deux films, on n'est pas du tout dans les mêmes registres. Bien sûr. Et voilà, c'est un peu une difficulté qu'on a eu à préparer cet épisode, c'est que trouver des similitudes entre ces deux films, je pense qu'on commence à arriver un petit peu à la limite du concept avec En avec ce fait, genre ces de films choses. n'ont vraiment Rien à voir, exactement. On peut parler des interprétations pour le coup. Bien sûr, vas-y. Virginie Efira qui est forcément super touchante, et, vachement émouvante dans le rôle. Mhm. Alors c'est pas la seule, évidemment il y a Roche Dizem donc qui joue Ali, qui pareil est très très convaincant. Mais là où je voulais en venir, donc c'est par rapport au rôle de mère. Donc Virginie Efira qui est très très bien forcément, et donc Alyssa Sutherland qui joue Ellie, donc la mère possédée dans Evil Dead, qui je trouve vraiment super flippante. Alors oui certes la réal, le maquillage, ils aident forcément beaucoup, mais de toutes les personnes qui ont joué des personnes possédées dans la saga, je trouve que c'est la meilleure. Mhm. Honnêtement, surtout quand elle est enfermée en dehors de l'appartement et que le seul point de vue qu'on a d'elle c'est à travers le Judas, qu'elle est toute déformée là, qu'elle essaie de manipuler ses enfants pour qu'elle rentre. Ah, non. Mhm. Ah oui, Reste dehors. c'est clair. Mais pour moi, physiquement, elle me rappelle un peu le personnage de... Dans Shining, la meuf de Jack Torrance. Là. Je sais plus comment elle Shelley s'appelle. Duval, enfin l'actrice, mais. Physiquement, moi, elle me rappelait déjà un peu elle. Ouais. Je pense que ça joue un petit peu. Wendy. Wendy, voilà, c'est ça. Je pense Oui. que ça joue un petit peu, tu sais, le côté un peu longiligne et tout, cheveux très longs comme ça, machin. Ouais. Et ouais, elle a vraiment une gueule, le sourire qu'elle a là, tout. Open up now. Ouais, c'est. Elle est assez terrifiante, c'est vrai. Et sa voix aussi, je crois, elle m'avait marqué. Je sais plus si sa voix est super modifiée ou pas tant. Ça dépend des scènes en fait. Il y a des Ah moments où ouais. elle parle avec sa voix normale, et c'est surtout quand genre elle se vénère vraiment, ou que Ouais. vraiment l'esprit est très très présent, où il s'est distordu, tout ça. D'accord. Mais ça a toujours été dans les films Evil Dead en fait. Mais, Tu laisses la part aux acteurs pour faire un peu leur jeu, voir leur surjeu, Mm, et ensuite tu mets la voix du démon vraiment distordue, ouais. qui est plutôt badante. Déjà, graphiquement, c'est un bon méchant, quoi. Enfin, genre, visuellement, putain, mais vraiment pas bien, quoi. Puis même le fait qu'elle soit tatoueuse, Mm. en fait elle a plein de motifs, et notamment des motifs de lianes, enfin de plantes autour de ses bras et de ses jambes. Et ça aussi c'est une référence au premier film Evil Dead et au remake de 2013. Même dans Evil Dead 2 il y a ça, enfin dans presque tous les films, où en fait il y a souvent des personnages qui essaient de s'enfuir dans la forêt, et en fait la forêt prend vie et attache les personnages, notamment dans Evil Dead 2, Ça, c'est où t'as les branches qui entourent le personnage de, je crois que ça s'appelle Bobby Joe. Voilà. Et en fait, elle se fait tirer, que jusqu'à un arbre, et voilà. Donc, D'accord. c'est un truc récurrent, et là, ils l'ont du coup pas mis parce que ça se passe dans un immeuble, Mm. mais ils l'ont fait, on va dire, plus ou moins avec les cordes de l'ascenseur, avec les câbles de l'ascenseur, et les tatouages qu'a Ellie sur elle. Ce qui est plutôt bien trouvé, je trouve. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Quand on parle, d'ailleurs, parce que là, on parlait de gore et tout, c'est quoi votre moment gore qui vous a vraiment marqué dans le film? J'ai pas compté toutes les fois, on a fait Ah ouais. parce que il y a le coup de la râpe à fromage.
Ah ouais. Ah, celui-là, il... Ouais. Sur le mollet là. Je crois que c'est le ver pilé quand elle bouffe le ver là. Ouais, c'est vrai que ça c'est Le ver qui traverse les joues et tout là. Ça, j'aime vraiment pas. dans la gorge. Tout Là. ce qui est ah putain. Mais ça, ça c'était dans la bande-annonce pour le coup, donc j'étais moins. Je m'étais préparé mentalement. Ah, j'avais pas vu moi. Mais c'est vrai que la bande-annonce, pendant 2 mois, je me suis dit, ah, c'est pas beau. Il y a le moment où au tout début, où la fille elle se fait scalper. Ah ouais, Elle se fait arracher, tirer par la tresse là. Le Ça, sound c'est design bien. du truc, il est dégueulasse. Ouais. C'est vraiment un effet de. C'est genre. Pardon, j'arrête de faire ça. Le Mais, coup, ouais, le- c'est vraiment. Ça, elle arrache d'un coup en plus. C'est vraiment. Il y a du bibi quoi. C'est net. Il y a aussi le. Comment ça s'appelle ? Le ciseau dans le nez. Mm. Qu'elle se prend, Ellie. Et là, du coup, t'es en train de spoiler tous les moments gore du film. Ouais, bah écoute. Et il y a aussi le moment où tout le monde meurt. Et sinon, c'est quoi votre moment douceur préféré dans Les Enfants des Autres Plutôt le moment où elle fait un bisou sur le front de sa fille ou Quand elle va la chercher au karaté, c'est trop mignon. au judo? Au judo, oui, peut-être. Ouais, ça n'a rien à C'est voir. pas Ça n'a pareil, rien à voir. Benjamin. Toi, t'as pas ton troisième dame, moi je te le dis. Viens sur le tatami, je vais te montrer. Je crois que, si je me souviens bien, moi j'aimais bien tout ce qui est scène un peu intime dans le lit et tout là. C'était vachement doux, ça j'aimais bien là. Je crois qu'il y avait des scènes, je crois que c'est que de nuit où il y a des scènes dans le lit. Au tout petit matin aussi, je sais pas, en vrai je me souviens plus trop. Il y a pas mal de scènes de nuit, de scènes de nuit dans le film. Ouais. Scène de complicité, surtout Ouais. entre les deux personnages. Je trouve que l'alchimie marche très bien entre donc Rachel et Ali. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui marche bien, mais même avec Dylan, quand elle le retrouve à la fin, où elle sent qu'elle a vraiment eu un impact positif sur lui. Voilà. Message à nos amis profs. Des fois, vous êtes sympa. Continuez. Mais c'est là où c'est la morale du film en fait, c'est que Oui. genre la maternité elle a pas à la vivre de manière biologique quoi, Direct, forcément quoi. C'est-à-dire ça peut servir de modèle matriarcal. on va dire. Oui, Ça, oui. En fait, quand on te dit les enfants des autres, c'est l'enfant de Ali, c'est aussi les enfants qu'elle a à l'école. Oui, clairement. Voilà, parce que c'est pas ses enfants, mais elle participe aussi à leur éducation, à leur trouver un stage de fin d'année, tout ça. Même le neveu ou la nièce, je sais plus que. Enfin, l'enfant qu'attend sa sœur, Mhm. qu'elle va forcément côtoyer, voilà. Et je trouve la fin, c'est vachement intéressant. Parce que du coup, à la fin du film, spoiler, Rachel se fait quitter par Ali, Mhm. qui décide de se remettre en couple avec donc la mère de sa fille, donc avec la mère de Leila. Ce qui évidemment peut se dire bon, un peu un coup de pute, hein, Ali, tu pouvais faire mieux sur ce coup-là. Surtout qu'en plus il dit un truc du genre non mais je t'aime quand même. Bon, Ah oui, c'est ça, c'est genre je retourne avec mon ex pour ma fille, mais je t'aime. voilà. Bon. Connard. Tu pouvais payer la Non, pension ouais, si c'était bien. Non mais on a 24 ans les gars, on peut pas comprendre. Voilà, mais Et- voilà, il y a forcément des raisons, mais c'est vrai que pour le coup, pour le personnage de Rachel, en tout cas, c'est un coup dur, donc forcément, Oui, voilà. en tant que spectateur, on a plutôt son point de vue, donc forcément, on le prend aussi plutôt mal. C'est un peu quand même paradoxal de parler de maternité en sachant qu'on ne sera jamais maman, a priori. Oui, tout C'est à pas fait. prévu en tout cas. Et qu'on n'a toujours pas d'enfant. C'est pas pressé, hein, c'est pas pressé. Non, moi, non, je- non. Il y a surtout, Macron qui vient toquer chez moi et il fait dire alors, Alors, eh ben Alors, oui, le alors, moment, là. faut réarmer là, putain. t'as mis le chargeur Putain, quel enfer. Oh, Ne Nous partons emmerde. pas, ne dérivons pas sur de la politique. Rien à voir les politiques. Rien à voir les politiques. Déjà que c'est rien à voir les digressions, le vrai titre du podcast. Alors, Alors Mussolini et Marine Le Pen. Ils ont le même menton, c'est rigolo. Bah bref, alors Il y a que le menton. des problèmes de bras aussi. Bon. Anyway, guys. Et du coup, c'est qui le prof qui t'a aidé à avoir un stage sur les enfants Ouais, c'était pas un prof. C'était même pas un prof. Ouais, bon, les contacts. Non, en gros, c'est un pote de mon oncle qui est réalisateur. Qui était ami, enfin qui est toujours ami d'ailleurs, avec le premier assistant réalisateur de Rebecca Zlotowski. D'accord. Et qui donc m'a eu une semaine, je crois, de stage sur le tournage. Mhm. Comme quoi le Voilà. réseau. Ok. Ça fait plaisir. Non payé, mais ça fait plaisir. Donc on a parlé politique. Il y a un autre aspect un peu controversé qu'on peut aborder, c'est le thème de la religion, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve un peu en fond dans les deux films. C'est-à-dire qu'on parle pas mal de religion dans Evil Dead, avec les prêtres qui chassent les démons, tout ça, un classique des films d'horreur, on va dire.
Et on a aussi un certain rapport au judaïsme, pour le coup, et non pas à la chrétienté, dans Les Enfants des Autres, puisque le personnage principal est juif, enfin de confession juive, toute sa famille l'est, et ils vont à quelques rassemblements. Je pense que c'est... alors ça doit être par rapport à la réalisatrice, a priori, Rebecca Zlotowski, ça sonne plutôt de confession juive, qui a dû rajouter cet élément dans le film. Mais dans les deux, ça arrive un peu, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas important, quoi. Voilà. C'est juste. Mais c'est une toile de fond. C'est une toile de fond. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et de la même manière, autant le thème de la maternité dans Les Enfants des Autres, c'est le thème central du film, autant je trouve que dans Evil Dead, c'est relativement survolé, on va dire. C'est pas voilà, on est là pour l'esthétique, on est là pour la violence et les démons. C'est plus un bonus, on va dire, dans ce Evil Dead. Voilà, c'est de la deuxième lecture sympa. Voilà. De toute façon, le film il est pas très long, il fait 1h30. Ouais. Donc, et ça, il faut quand même que ça divertisse. Mais c'est pas mal, tu vois, comme l'a dit Lou tout à l'heure, c'est tant mieux. Qu'il y ait un petit message plus que juste de la tripaille à plus quoi savoir en faire. Oui. Mais genre, c'est comme dans on va dire les films qui ont un thème très on va dire explicite, mais qui n'est pas là tout le temps. Par exemple, il y a le thème du viol dans Alien. Oui. Avec voilà, cette créature qui est très phallique, voilà, qui s'insère en toi, enfin littéralement quoi. Voilà, pour le coup c'est totalement opposé, mais c'est deux thèmes où forcément dans le contexte de l'horreur, voilà, c'est particulier. Je pense que ça a aidé aussi à ce que les retours presse soient aussi bons sur ce Evil Dead. Voilà. Qui à la base devait sortir sur HBO Max. Et en fait, les projections de presse ont tellement été, on va dire, dithyrambiques, que les mecs de Warner se sont dit on va peut-être le mettre au cinéma. Ce qui était une très bonne idée, parce que déjà, c'est toujours mieux de voir un film au cinéma. Et en plus, sauf Godzilla vs Kong. Ou bizarrement, les mecs de Warner ont dit oui, allez-y, mettez-le en salle. Et là, pour le coup, en plus, je crois que c'est le film le plus rentable de la saga, ou un des films les plus rentables. Donc, il y a moyen. Bon calcul. Et je pense que on n'aurait peut-être pas eu de suite, en tout cas mise en chantier aussi rapidement, s'il n'était pas sorti au cinéma. Ça a été produit par Sam Raimi, ce Evil Dead Rise. C'est ça, il est à l'origine, en fait, il est derrière la saga, donc toujours avec donc lui, Rob Tappert, qui est aussi producteur depuis le premier film, je crois, et maintenant Bruce Campbell, forcément. Parce que les trois étaient potes de lycée. Ok. Peut-être c'est vraiment Bruce Campbell, il a été acteur juste parce que Sam Raimi a dit tu veux jouer dans mon film ? Et là, il fait eh ben ok. Et c'est pour ça que dans Evil Dead 1, il fait des caméos dans Spider-Man et dans Doctor Strange. Voilà. Bizarrement, il s'était réalisé par Sam Raimi, voilà. Mais oui, non, c'est peut-être pour ça que Bruce Campbell ne joue pas très bien dans Evil Dead 1, mais en même temps, personne ne joue vraiment très bien dans ce film. Qui est pas mauvais, hein, c'est juste que ça se voit que ça a été fait par c'était amateur. Des potes. Il avait, je sais pas, il avait 22 ans, une connerie comme ça. Donc ouais. C'est très impressionnant pour quelqu'un qui a 22 ans. Faut pas, je dis pas du tout le contraire. C'est vraiment, il y a très peu de réalisateurs qui ont fait des films aussi fauchés, mais aussi bien à la fois. C'est un truc de fou. Et quand je dis fauché, c'est pas le pauvre George Lucas qui a eu 10 millions de dollars pour faire Star Wars. Non, là c'était divisé par 100, quoi. Tu vois, c'était un truc assez fou, quoi. Et bien en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce 12e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Et pour la prochaine fois, c'est Lou qui va choisir les films qui passeront dans l'épisode. Quels sont-ils ? Donc pour la première fois, j'ai choisi le film d'abord The Crow, sorti en 1994, réalisé par Alex Proyas. Putain, il est bien joué là-dessus. Et comme deuxième film, Lady Vengeance de Park Chan-wook, bien sûr, sorti en 2005 là-dessus. Je vous embrasse, bonne chance à vous. Et bien en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Evil Dead Rise sur Canal+, et Les Enfants des Autres aussi sur Canal+, mais attention, c'est jusqu'à samedi. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye. Salut. C'est ciao. Comprenant qu'il était inutile de chercher à me dégager de la créature, je pris son poignet, le frottais sur le verre brisé de la fenêtre jusqu'à ce que le sang jaillisse. Laisse-moi entrer. Un coca rouge avec un café allongé. Non, pas rouge, pardon. Un coca zéro plutôt. Ouais, pardon. T'es toujours comme ça ? Non, là,
Par exemple, je suis juste un petit peu nerveux là. Je vais avaler ton âme tout entière. Oui, mais je sais qu'il aurait besoin. Mais non, et c'est pas lui qui aura besoin, c'est aussi nous qui avons besoin de lui. Enfin, de lui, de sa génération. On peut pas dire à 16 ans, c'est plié, c'est fini. Et qu'il n'y a plus d'espoir. C'est pas possible, ça.